Allez, on a souhaité revenir un peu sur la Guinée-Bissau parce que les chefs d'État sont réunis donc à Niamey. Nous avons essayé donc d'avoir un peu les nouvelles là-bas. Pour le moment, rien n'a véritablement filtré, mais ce qu'on sait, c'est que Credo Tété, les chefs d'État ne devraient pas aller avec la langue de bois. Non, je crois que les chefs d'État ont l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est de situer les responsabilités et n'occultons pas le fait que les chefs d'État vont plancher sur le rapport du comité ministériel de suivi de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. Et les grandes lignes de ce rapport, nous le connaissons parce que dès que cette mission a pris fin, la CEDEAO a sorti un communiqué. Dans le communiqué, c'était le maintien, la poursuite du processus et la mise en garde qui a été lancée contre tout acteur politique qui voudrait empêcher le processus électoral. Parce qu'avant même que ce comité ministériel ne fasse le point, le comité ministériel a rencontré un certain nombre d'acteurs impliqués dans le processus, notamment la Commission nationale électorale qui a rassuré que tout le processus est au bon point et que le peuple bissau-guinéen peut valablement voter le 24 pour le premier tour. Et là aussi le paradoxe, mais la CEDEAO est en train de juguler les choses. Un premier tour le 24 novembre, un second tour probablement le 28 décembre. Donc là, plus de mois d'intervalle. Donc c'est dire que beaucoup de choses peuvent se passer aussi. Mais aujourd'hui, il va de l'intérêt du peuple bissau-guinéen d'aller à ces élections le 24 novembre pour ne pas risquer gros. Et maintenant, il faut conscientiser la classe politique parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une certaine classe politique qui voudrait qu'on lui donne beaucoup plus d'assurance avant de jouer le clair-dieu. Mais aujourd'hui, les chefs d'État sont en train de jouer une partition assez claire et assez complexe aussi à la fois. Ils doivent maintenir le cap. Et du moment où le Premier ministre de Vaz, qu'il a nommé, a eu ce courage-là de démissionner, donc c'est dire que les choses vont pouvoir, la situation va pouvoir se décanter. Alors maintenant, parce que bon, c'est vrai, on a dit le Premier ministre a démissionné, mais son porte-parole dit qu'ils attendent le retour du président qui est à l'intérieur du pays pour la campagne et s'il accepte la démission, donc le gouvernement cessera d'exister. Mais si la CEDEAO doit prononcer des sanctions à l'heure où nous parlons, ça va être contre le président en exercice ou bien contre ce gouvernement qu'il qualifie d'illégal? Non, en fait, c'est contre le président qui est en exercice. Ce n'est pas contre le gouvernement. Puisque, quand vous regardez très bien, la CEDEAO aussi a l'obligation des résultats. Quoi qu'on dise, les sanctions ne tomberont pas comme ça sans tenir compte des enjeux politiques. Et on ne va pas prendre des sanctions contre le président pour que la Guinée-Bissau s'enlise dans une crise infernale. Non. Je crois que cette sanction tiendra compte de beaucoup de paramètres. En l'occurrence, par rapport au fait qu'il renonce à la démission ou à l'éviction du gouvernement. Et donc, si la CEDEAO doit prendre des sanctions, ce n'est pas des sanctions coercitives pour permettre que la Guinée-Bissau aujourd'hui puisse perdre tout ce que nous connaissons en termes de... Mais le président ne donne pas l'impression de vouloir faire marche arrière. Non, en fait, c'est vrai. Il dit qu'il est en train de défier la CEDEAO. Il a dit pas question de faire marche arrière. Oui, puisqu'il condamne même la CEDEAO pour l'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Mais je crois qu'avec le temps, on comprendrait visiblement que le président Vaz est en train de créer une situation qui risque même de donner. Je crois que même il sait qu'il ne pourrait pas, même s'il se présentait comme candidat, ne gagnerait pas. Mais va entretenir justement cette instabilité pour permettre que tout le pays, au-delà de tout, puisse peut-être se déstabiliser et puis se mettre à l'actif comment l'appelle-t-on, et des décisions de la CEDEAO. Ce que je suis en train de constater au niveau de Vaz, c'est parce qu'il ne voudrait pas que c'est une institution sous-régionale qui viennent dicter les lois pour son pays, la Guinée-Bissau. Aussi, bon, c'est vrai qu'on disait que les chefs d'État sont en huis clos, en train d'évoquer la situation bissau-guinéenne. Ce huis clos, est-ce que vous pensez que tous les présidents vont parler d'une même voix? Parce que c'est ça aussi un mal pour les dirigeants CEDEAO. Non, d'abord, ils vont jouer à la prudence. Donc, je voudrais même rappeler que, très humblement, aucune sanction ne tombera avant la fin des élections. Parce que je ne sais pas sur quelle base
mon ami affirme ici que le président sortant ne pourra pas être élu. Parce qu'en politique, il faut, c'est vrai qu'il peut y avoir des signaux, mais ce n'est jamais clair. Vous savez, en politique même, c'est pour cela même parfois que les constitutions prévoient premier, deuxième tour. Donc tout est possible. Donc la CEDEAO ne prendra aucune sanction contre ni le président, donc vous dites qu'on va prendre les sanctions contre lui. Et si c'est lui qu'on élisait en fin de compte, ou quelle sanction vous voulez prendre contre lui? En fait, voilà. Ben, ce que je voudrais dire, c'est que la CEDEAO a du pain sur la planche. Vous savez, il y a des foyers, beaucoup de pays iront aux élections courant 2019-2020. En Afrique occidentale, c'est les élections. Donc, est-ce que la CEDEAO a besoin, quel intérêt la CEDEAO a à avoir à créer des précédents là-bas? Ils veulent même que ça se passe bien. Même ils veulent même qu'on finisse hier réconciliation. Donc beaucoup de chefs d'État là-bas, mais notamment. En même temps, la CEDEAO peut être aussi très fatiguée de ce voisin un peu trop instable. Oui, c'est pour cela que leur mission, c'est de les amener à bon port, tout simplement. C'est-à-dire que celui qui va perdre, il accepte, on le garantit ce système. Guinée, la Guinée-Conakry, maintenant, les Guinéens ont manifesté en masse dans la capitale Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, nouvelle expression d'une contestation qui ne faiblit pas malgré les morts et les craintes d'une escalade rouge aux couleurs de l'opposition. Un flot dense et difficilement quantifiable, mais enflant constamment, s'est étiré sous un soleil accablant sur plusieurs kilomètres menant au stade du 28 septembre par l'autoroute Fidel Castro. Nous avons réussi à mobiliser aujourd'hui 1,5 million de Guinéens, rien qu'à Conakry, a déclaré au milieu de la foule tapageuse mais pacifique Fodo Oussou Fofana, un chef de l'opposition. Credo Tété, on est toujours au niveau de la Guinée-Conakry également dans un bras de fer. Le président Alpha Condé n'a jamais dit « je ferai un troisième mandat ». Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? Donc, si je considère la question dans toute sa globalité, donc c'est que on peut dire, dans une certaine mesure, qu'on prête des intentions à M. Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat parce qu'il n'a pas clairement déclaré ses intentions. Mais de l'autre côté aussi, c'est peut-être les actes politiques qu'il pose ces derniers moments qui amènent les populations à craindre un troisième mandat de M. Condé. Donc aujourd'hui, avec la forte mobilisation, certes, l'intention n'est pas encore déclarée, mais c'est un message, je dirais par anticipation, que le peuple de la Guinée-Conakry est en train d'envoyer à au professeur Alpha Condé pour lui dire « Nous n'accepterons pas que vous briguiez un troisième mandat ». La question qu'on peut se poser justement, c'est que qu'est-ce qui presse le peuple guinéen à descendre dans les rues du moment où l'intention n'est pas encore déclarée? C'est ça la grande question, comme Mayaba. Oui, en fait, moi, la question ne se pose pas. On dit souvent que l'intention vaut l'acte. Et si aujourd'hui les voix se lèvent pour dire que non au troisième mandat de Condé, cela voudrait dire qu'ailleurs, il a tenu certains propos qui justement, visiblement, montrent qu'il a l'intention de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Par rapport au fait même qu'il demande... C'est ça. Oui, puisqu'il est en fin de mandat. La Constitution, oui, mais pour pouvoir se représenter, c'est là où on dit qu'on lui prête des intentions. Non. Il n'a jamais dit que je vais briguer un troisième mandat. Mais s'il modifie la Constitution, qu'est-ce qui l'amène à modifier la Constitution? Il disait dans un certain moment qu'il n'était pas, il portait certains relèves par rapport à la limitation de mandat à 2. Et donc aujourd'hui, il constate que c'est comme ça qu'il appelle à un référendum, c'est visiblement pour montrer que lui aussi ne voudrait pas que le mandat soit à 2. Bon, il a fini ces 2 mandats. Normalement, le problème ne devait pas se poser. Il devait laisser la Constitution à l'état actuel et puis permettre que la démocratie s'enracine véritablement dans ce pays. Alors nous connaissons Alpha Condé, qui hier était un opposant de farouche en Guinée, et aujourd'hui c'est honteux, c'est triste que c'est ce même président qui hier était adversaire des autres qui viennent d'amener les pions à ses adversaires d'aujourd'hui. C'est peu malheureux. Mais les Guinéens ne sont pas prêts à lâcher, ils vont toujours manifester, mais s'il a cette intention de
de modifier la Constitution, je crois qu'avec cette mobilisation, ça risque d'être un peu compliqué. En même temps, Germain Sossou, si je veux, par extraordinaire, dire que véritablement Alpha Condé voulait modifier la Constitution, pourquoi l'opposition qui arrive, selon elle, à jeter des millions, il parle d'1,5 million de personnes rien qu'à Conakry, ne transforme pas ça en une force électorale pour lui faire ce qu'on a fait à Ouad au Sénégal? Voilà, ça c'est une très belle question. Quand vous posez la même question, c'est comme aujourd'hui, personnellement, avec tout le respect que j'ai à nos concitoyens togolais, ça a été Germain Sossou son plus grand chagrin. Pourquoi au Togo, nous n'avons jamais réussi à transformer la force là en une force électorale. Une force électorale. C'est la question. Parce qu'une fois même, je crois, j'ai mis ça sur mon site, je disais au peuple guinéen, il faut tout simplement transformer ça en une force électorale, puis ça va être réglé. Alors, vous savez, d'abord, je voudrais faire une précision. Une précision, peut-être qui n'est pas importante, mais pour moi qui a de la valeur. Ce n'est pas tous les chefs d'État qui viennent au pouvoir de façon démocratique qui sont des démocrates. J'ai eu parfois l'occasion de le dire en disant que, même y compris nous-mêmes, peut-être certains d'entre vous, sauf peut-être nos petits frères qui sont en train de venir, nous avions connu la démocratie à partir des années 90. Donc moi j'étais déjà quand même grand. Et tous ceux qui ont une teinture dictatoriale, tous les opposants même que vous connaissez aujourd'hui, parfois c'est ont fait le pouvoir, ils ont travaillé avec le pouvoir, ils ont des teintures dictatoriales et quand ils passent du côté de l'opposition, ils se proclament démocrates. Mais dans leur âme, dans leur attitude, dans leur façon de gérer, ils sont pareils que ceux qui ont le pouvoir de l'État. Donc il ne faut pas dire que Condé était un opposant. Oui, il s'opposait parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Mais est-ce qu'il n'avait pas la teinture dictatoriale? C'est ça. Donc c'est ce que vous avez connu. Tous ceux qui ont... Les véritables démocrates viendront. C'est eux qui... Parce que la démocratie, c'est une culture. Et donc, lorsque vous n'avez pas la culture, vous prenez le pouvoir en disant vous ne pouvez pas être démocrate. C'est pour cela même, par exemple, que, vous m'excusez avec tout le respect, dans notre pays, beaucoup ont eu des problèmes à devenir des démocrates. Même que ceux qui tiennent le pouvoir, qui ont le pouvoir, et ceux qui n'ont pas le pouvoir, c'est la même chose. Donc, c'était une précision que je voudrais faire. Mais ceci étant, vous savez, quand on dit pourquoi les gens qui sont dans la rue prêtent des intentions au président Condé, j'ai venu de donner un certain nombre de choses en disant que ce sont des éléments à considérer, que le monsieur, ce n'est pas d'abord un vrai démocrate. Mais vous savez, il y a une adage qui dit que quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à atteindre, c'est ça, non? Oui, oui. De peur que demain, c'est ça. En cherchant à éteindre la case de ton voisin, on voit comment tu vas pour éteindre la case, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Non, mais je sais pas. Mais on a vu le président Condé dans d'autres situations similaires à ce qui se passe en Guinée-Conakry. Pourquoi vous ne voulez pas que les Guinéens se méfient? Donc, aujourd'hui, et quand vous le dites si bien, un homme politique, c'est des actes, c'est des paroles, c'est aussi des actes. Dans sa démarche, on n'a pas besoin d'être un fakir, encore moins faire les sciences politiques pour comprendre que non, M. Credo a l'intention d'être un gourmand sur ce plateau et qu'il veut prendre tout pour lui seul. On lit déjà à travers ces idées. Donc, c'est ce que les Guinéens sont en train de dire. Sinon, pourquoi lui aussi ne dirait pas clairement aux Guinéens, mais mes amis, si c'est la question, je vous assure, je vais même garantir, c'est moi qui vais même organiser les élections. Je ne suis pas candidat. D'accord. Alpha Condé, jusque-là, il ne s'est jamais prononcé sur l'éventualité d'un troisième mandat. Pour lui, l'important, c'est de finir ce mandat que les Guinéens lui ont confié. Oui, donc M. Condé est en train de juger de l'opportunité, même de se prononcer sur un tel sujet. Pour lui, l'opportunité n'y est pas encore parce que sa préoccupation, c'est terminer son mandat. Du moment où lui-même il se met dans la peau de quelqu'un qui lui prête des intentions, donc il ne veut pas. M. Condé est un politicien chevronné et pour avoir passé le temps, un temps assez fou dans l'opposition, il connaît la manière de fonctionner de l'opposition. L'opposition traditionnelle du côté des pays africains ne fait que gesticuler, miauler, piailler et la suite, on ne voit pas d'action, donc on ne voit pas de synergie d'action. Donc aujourd'hui, vous allez voir que oui, certes, il y a la foule populaire que les hommes politiques essaient de maintenir
de récupérer. Donc, mais la question, l'idéal voudrait qu'ils essaient de capitaliser cette force populaire en une force électorale. Donc, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, un Condé que nous avons connu de l'opposition, M. Sossou l'a dit, il était en quête du pouvoir et le langage est autre. Mais lorsqu'on est dans l'exercice du pouvoir, mais les réalités sont toutes autres. Et M. Condé, volubile qu'on a connu en tant qu'opposant, ce n'est plus le même Condé. Donc c'est le professeur Condé qu'on a aujourd'hui, c'est celui qui donne des leçons même à des Européens. On va marquer la pause et on revient juste après.